À nouveau sur l'agriculture européenne, avec cette fois la question, une agriculture européenne 100% bio est-elle possible? Hop. Alors, moi, c'est Juliette Richoux et je suis aujourd'hui avec Florent Dudranche. Et ce programme est cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que l'auteur et ou les auteurs, en l'occurrence ici, et ne reflètent pas nécessairement la position de l'Union européenne. Et ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne sauraient être tenues pour responsables de ce qui va être dit pendant ce live. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être avec Éric Andrieux, qui est député européen, et Philippe Stoup, qui est membre de l'Académie de l'agriculture. Donc je vais déjà vous laisser à chacun un temps pour vous présenter. Donc, c'est moi qui commence. C'est ça voilà. Allez-y. Voilà. Donc, je suis Éric Andrieux, je suis également député européen. Je suis membre de la commission de l'agriculture du Parlement européen. Et j'ai, entre autres, parce que je suis membre également de la commission de l'environnement et de la santé et de la commission du développement au sein du Parlement européen. Et j'ai été rapporteur, un des 3 rapporteurs de la politique agricole commune, celle qui va se mettre en œuvre au 1er janvier 2003, c'est-à-dire 2023, pardon, dans quelques jours. Et par le passé, j'ai présidé la commission pesticides, dont nous allons peut-être parler, et j'ai été co-rapporteur du règlement sur l'agriculture biologique. Bonjour, je suis donc Philippe Stop, le directeur recherche et innovation de la société ITK, qui développe des outils de la décision agronomique, et donc est également membre correspondant de l'Académie d'agriculture. J'ai à la base une formation de docteur ingénieur en agronomie, plus précisément ce qu'on appelle maintenant le biocontrôle, qui s'appelait à l'époque la lutte biologique. Et je fais toute ma carrière dans la coopération agricole, puis de là je suis passé dans l'aide à la décision pour l'agriculture et l'environnement. Donc j'ai aussi l'occasion de travailler à une époque lointaine à la commission d'homologation des produits phytosanitaires, d'où l'intérêt que je porte à ces sujets encore actuellement, à la fois dans mon métier chez ITK et à l'Académie d'agriculture. Top. Ben, merci à vous deux pour cette présentation. Je vais à nouveau introduire un peu le sujet et après on va lancer le débat. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est l'agriculture bio. On en parle beaucoup dans le débat public, mais peut-être qu'en fait, vous ne savez pas vraiment ce que c'est, peut-être que nos auditeurs ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc contrairement à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture bio n'utilise pas de produits phytosanitaires ni d'OGM et elle aurait donc moins d'impact sur la biodiversité en raison du fait qu'il y aurait moins de produits chimiques qui seraient utilisés. En revanche, il y a d'autres produits d'origine naturelle, notamment des engrais azotés qui peuvent être utilisés sur ces cultures. Et l'idée, c'est qu'à long terme, l'agriculture biologique permettrait une meilleure résilience des écosystèmes. Pour donner quelques chiffres, en France, en 2021, les surfaces bio représentent 10% des surfaces agricoles et la part de bio dans la consommation des ménages représente 6,6% sur donc, le total de l'alimentation. On peut aussi noter que le bio, ce n'est pas la seule méthode plus respectueuse de l'environnement qui existe. Donc, il y a aussi, par exemple, l'agroécologie. On en reparlera sûrement pendant ce live. Ensuite, on peut dire que le soutien au secteur agricole, donc ça a déjà un peu été évoqué, ça représente une très grosse part de la politique de l'Union européenne. Donc, on l'a parlé, par exemple, on en a parlé, il y a la nouvelle politique agricole commune qui va commencer en 2023. Et cette nouvelle politique agricole commune soutient notamment le développement de l'agriculture bio. On a par exemple 34 milliards d'euros qui sont dédiés aux objectifs environnementaux et au développement de programmes écologiques. Donc, l'objectif, c'est notamment de préserver la qualité des sols. Et enfin, les agriculteurs qui adoptent le bio, que ce soit de manière intégrale ou partielle, peuvent accéder à des financements supplémentaires pour les aider justement à développer le bio. Et ensuite, pourquoi malgré ça, le bio est toujours débattu, malgré le fait que ça apporterait du bienfait sur l'environnement et que ça permettrait éventuellement aux agriculteurs de toucher plus. Donc, il y a la question du rendement qui revient souvent. Parce que l'agriculture bio serait moins productive que l'agriculture conventionnelle. Et il y a aussi la question du niveau de consommation, du niveau de la demande, parce qu'en 2022, on a constaté que la part de bio dans la consommation des ménages français a diminué, donc notamment parce que le bio reste 40% à 50% plus cher que le produit issu de l'agriculture conventionnelle. Et aujourd'hui, avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, simplement, les ménages font sans doute le choix de ne plus adopter ces produits bio qui sont plus chers. Et donc, la question se pose de savoir si, face à ces enjeux, on peut envisager une réelle transition vers l'agriculture biologique.
Et c'est ce dont on va débattre aujourd'hui avec nos deux intervenants. Donc déjà, peut-être, est-ce que l'un de vous veut rebondir sur certaines définitions, veut apporter quelques précisions sur ce qui vient d'être dit? J'aurais juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que l'agriculture bio a moins d'impact environnemental que l'agriculture conventionnelle. Je pense que c'est justement un des éléments importants du débat, c'est que c'est pas si simple en fait, et on y reviendra sans doute plusieurs fois dans la discussion. C'est que bien entendu, effectivement, l'agriculture bio a un impact environnemental plus faible que l'agriculture conventionnelle quand on ramène cet impact à la surface cultivée. Avec, par contre, les travaux sur les analyses de cycle de vie des produits agricoles et sur la biodiversité par l'approche du land sparing et du land sharing, qu'on pourra expliquer, si ça vous intéresse, vont plutôt en sens inverse quand on ramène l'impact environnemental à l'alimentation produite. Et du coup, je pense que ce sera un des éléments essentiels du débat, c'est que, bien entendu, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde les impacts environnementaux de l'agriculture. Oui, et puis effectivement, peut-être sur quel point, effectivement, parce qu'il y a l'impact en termes de CO2, mais il y a aussi l'impact en termes de vie dans les sols, en termes de biodiversité, sûr, etc. Des éléments qui sont peut-être assez difficilement comparables. Peut-être rentrer un peu dans ce sujet-là. Commençons effectivement, Philippe Stoup, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu les termes que vous avez pu utiliser et nous parler un peu de l'impact et déjà de comment est-ce qu'on mesure cet impact peut-être? Oui, alors effectivement, pour les impacts environnementaux, il y a comme deux grandes familles d'impacts. C'est l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, auquel on est très sensibilisé actuellement, et à juste titre. Donc ça se mesure par ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, qui visent à reconstituer à partir de la production d'un bien ou d'un service quelconque, que ce soit bien entendu pour l'énergie, pour les transports, et donc maintenant pour l'agriculture. On évalue bien tous les intrants qui ont été utilisés pour produire le bien ou le service qu'on consomme, les consommations d'énergie qui ont été nécessaires à la fois à la production lui-même de ce bien et puis donc de tous les intrants qu'on a utilisés. Puis dans le cas de l'agriculture, il faut bien sûr aussi mesurer les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues tout simplement aux parcelles agricoles sur lesquelles ils sont cultivés. Donc c'est donc des types d'analyses qui sont maintenant bien standardisés. Se perfectible, bien sûr, c'est très complexe. Et la conclusion qu'on observe en moyenne là-dessus, d'ailleurs, c'était indiqué d'ailleurs dans une des publications que vous avez mis dans le texte sur le Dranche, c'est qu'en moyenne, les produits d'agriculture conventionnelle ont plutôt une empreinte environnementale des émissions de gaz à effet de serre plus faibles ramenées aux quantités d'aliments produites que les produits de l'agriculture bio. Tout en sachant, bien entendu, par contre, à l'inverse, effectivement, quand on regarde à l'échelle des surfaces agricoles, sur une parcelle bio, on consomme moins d'intrants, et en particulier pas d'engrais azotés de synthèse, qui ont une forte empreinte environnementale. Donc les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la parcelle sont plus faibles, mais justement à cause de la différence de rendement entre le bio et le conventionnel, en fait, si on veut raisonner par rapport à l'empreinte environnementale de notre alimentation, un hectare de bio, il ne faut pas le comparer à un hectare de conventionnel, mais il suffit d'une surface plus faible en conventionnel. C'est ça qui inverse le résultat pour les gaz à effet de serre. Une dernière question pour vous, Philippe Stoup, et puis après, Eric Andrieux, on vous posera la question de savoir si vous avez le même point de vue. Cette différence de rendement que vous avez déjà citée plusieurs fois, elle est de combien à peu près? J'imagine que en fait, ça dépend du type de culture, etc., mais l'ordre de grandeur entre... Oui. Alors ça, c'est très variable suivant les cultures, mais en tout cas à l'échelle française, quand on regarde les statistiques qu'il y a sur ce sujet, ça va la différence, le rendement bio, en moyenne, ça représente en gros de 70-75% pour les écarts les plus faibles des rendements conventionnels, et pour les céréales qui représentent comme de très grandes surfaces, on serait plutôt de l'ordre de 50% de rendement en bio par rapport au conventionnel. D'accord, donc 50%, ça veut dire qu'on produit 2 fois plus sur un hectare, on produit 2 fois plus de céréales. Pour le blé, oui. Alors, c'est le cas le plus extrême. Je pense qu'en moyenne, on peut considérer qu'en moyenne, il y a un écart de rendement que les rendements bio sont de l'ordre de 60 à 65% des cultures conventionnelles si on fait l'ensemble, la moyenne de toutes les différentes cultures. Par exemple, sur le maïs, l'écart est beaucoup plus faible. Ok. Eric Andrieux, je vous vois hausser les sourcils. Est-ce que vous avez le même point de vue sur cette question?
Ben, non, pas tout à fait, évidemment. Enfin, évidemment, non, mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet, d'abord, sur la question des rendements, il y a la situation actuelle et à venir. Bien Si la sûr. loi, les travaux que font l'INRA aujourd'hui, donc cette question en particulier de l'agriculture biologique, hein, je pense qu'il faut savoir raison garder, voilà. Et je pense qu'il y a des belles perspectives qui s'ouvrent à nous, ça c'est mon point de vue. Alors, Que belle sur les- perspective, juste une petite parenthèse pour que les gens comprennent qui sont pas forcément familiers avec les travaux de l'INRA, c'est-à-dire qu'en fait, les rendements en bio, c'est quoi, sont en train d'augmenter ou il y a des études qui laissent penser qu'ils vont augmenter? Il y a des études qui disent aujourd'hui qu'effectivement, à échelle 2050, en tous les cas, si j'en crois les travaux qui sont donnés, on pourrait rétablir, donc, hein, en matière de rendement, les équilibres, même si, d'ailleurs, les chiffres aujourd'hui, je ne partage pas tout à fait ce qu'a dit Philippe Scope sur les pourcentages, hein, mais bon, peu importe, c'est pas la question. C'est les chiffres de l'INRA et là aussi. Hein. Oui, voilà, oui, mais globalement, donc la question, Parce c'est que comment. sur la situation actuelle, on est bien d'accord. Donc, non, moi je pense que la question, c'est qu'il faut qu'on, c'est mon sentiment, qu'il faut qu'on sorte d'une analyse en silo et que avoir une approche, de mon point de vue, beaucoup plus holistique ou beaucoup plus systémique, j'ai envie de dire, et que c'est de mesurer les impacts dans leur globalité. Il y a les impacts Bien carbone, sûr, oui. voilà, il y a les impacts sur le sol, c'en est une autre, il y a les impacts sur l'eau, c'en est encore une autre, les impacts sur la biodiversité, c'en est encore une autre, il y a l'impact sur la santé humaine, c'en est encore un autre. Et Bien qu'il y a sûr. si vous voulez, comment dire, du débat qui est devant nous, c'est comment on pose les constats, non pas en les travaillant de façon différenciée, ce que fait d'ailleurs l'agrochimie, pour être plus précis, et plutôt avoir une vision très large. En gros, c'est est-ce que on continue à interrompre le lien, ce que je dis souvent, entre l'agriculture, l'alimentation, la santé, la biodiversité et le climat, c'est une approche, c'est une orientation politique, ou est-ce qu'on essaie de reconstituer ce lien-là? Et c'est ça la question autour du bio, autour de l'agroécologie, autour de l'HVE, autour des rotations de culture, donc, et autres. Et effectivement, je pense qu'il faut avoir aujourd'hui, en tout cas pour le politique, moi je ne suis pas un technicien et un scientifique, hein, donc c'est l'intérêt du débat, mais je pense que de notre, et on doit, nous, je pense, donc du point de vue de la responsabilité politique qui est la nôtre, de reposer les questions de façon beaucoup plus globale et systémique. Et qu'effectivement, quand on regarde de façon plus globale et systémique, on voit bien que le bio, avec cette approche-là, comme d'ailleurs, comment dire, si on prend la question de la H2, on va en parler, qui est une approche intermédiaire, ou je dirais des rotations de culture ou de la diversification, amène les éléments de réponse donc, aux questions que je viens d'évoquer. Et que je pense effectivement c'est important de reconsidérer l'ensemble des paramètres. Voilà ce que je voulais juste dire en réaction à ce qui vient d'être dit. Et alors, justement, peut-être développer un tout petit peu donc cette approche systémique, vous avez évoqué deux, trois autres sujets, l'impact sur les sols, l'eau, la biodiversité. Est-ce que vous pouvez détailler peut-être un tout petit peu plus? Parce que la plupart de nos auditeurs sont peut-être pas forcément familiers avec tous ces domaines-là. Pour vous, je pense que c'est des choses qui sont très claires, mais est-ce que vous pouvez peut-être redétailler un peu plus c'est quoi justement les impacts ou les moindres impacts du bio sur ces secteurs-là? Oui, alors je vais parler de l'influence. Donc, alors là, je n'ai pas les données scientifiques, mais ça tient ici, ce que je vais dire là est issu aussi de lecture de nombreux rapports, bien sûr. Mais lorsqu'on fait le lien entre. Alors, évidemment, l'industrie chimique est toujours en questionnement sur le lien de causalité. C'est un grand débat qui est récurrent entre, effectivement, l'aliment consommé et les dégâts induits, finalement. Les dégâts, je ne sais pas, sur la santé humaine. Quand on parle des chiffres aujourd'hui, je vais parler des sujets un par un, effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même un lien, ça c'est ma lecture, hein, donc voilà, à la lecture d'un grand nombre de rapports, sur les questions de puberté précoce, de fertilité. Lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, ben, on voit bien qu'aujourd'hui, avec les chercheurs avec qui nous travaillons dans ce domaine-là, les liens sont probants aujourd'hui, donc on va le dire. Lorsqu'on parle comment dire, de maladies émergentes, de cancers nouveaux, de diabète aujourd'hui autour de nous, on voit bien qu'il y a un sujet donc, qui n'est pas neutre. Et que les pourcentages et la progression de ce type de désordre, j'ai envie de dire, sont également liés pour partie, et pas exclusivement, c'est là la difficulté, à l'enjeu de l'alimentation. Et que donc la question, comment dire, du lien entre le conventionnel qui induit de fait aujourd'hui, mais dans ce cas, est-ce qu'on a la volonté d'aller vers autre chose, c'est une question, qui est le fait de l'utilisation de produits phytosanitaires donc, ou de produits, des pesticides de synthèse. Est-ce qu'il faut réduire donc, et améliorer au nom de la santé humaine? Moi, je pense que oui, à l'évidence. C'est une évidence forte.
Lorsqu'il y a de l'incidence sur la biodiversité, aussi, c'est loin d'être négligeable, parce on est en perte de biodiversité phénoménale à l'échelle de nos territoires. Et là encore, ce qu'on en a généré en matière de culture n'est pas pour rien dans la perte de la biodiversité. Donc, est-ce qu'on a la volonté de reconquérir cette biodiversité au nom de l'équilibre? Moi, je pense que oui. Lorsqu'aujourd'hui, dans les débats européens, on nous dit on manque de production et la guerre en Ukraine donc, va induire la famine, ça, c'est des mensonges. Aujourd'hui, on produit dans le monde 1,5 fois de plus d'alimentation que nécessaire pour nourrir les 8 milliards d'habitants. Et tout le monde sait, lorsqu'on s'occupe d'agronomie ou d'économie, que la question, ce n'est pas de produire plus, mais c'est de permettre l'accès à l'alimentation. On va aussi en débattre. Donc, ce n'est pas les mêmes questions. Et de fait, ça n'amène pas les mêmes réponses. Et du coup, ça induit sur le mode de production. Et qu'effectivement, je pense que entre les deux réformes de la politique agricole commune, sur lesquelles on va revenir, l'ancienne et la nouvelle qui va se mettre en place, il n'y a pas grand-chose qui a bougé finalement, si ce n'est qu'on l'accompagne un peu plus. Mais voilà, je pense que ça répond aussi de la volonté du politique. Là-dessus, hein, je pense, vous parlez d'approche systémique, hein, et bien entendu, c'est effectivement une approche qu'il faut avoir. Ça n'empêche pas après de regarder un par un les différents compartiments de cette approche systémique pour voir effectivement quelle est la meilleure solution pour chacune. Bon, j'avais déjà évoqué le cas des émissions de gaz à effet de serre, qui sont quand même un facteur important à prendre en compte, et où donc, là encore, il faut faire attention effectivement à l'échelle à laquelle on raisonne, celle de l'hectare cultivé ou celle de l'alimentation produite. Pour la biodiversité que vous avez évoquée, on a exactement la même opposition, c'est-à-dire que là aussi, bien entendu, il va de soi que l'agriculture intensive, et en particulier les pesticides, ont un impact sur la biodiversité à l'intérieur des parcelles agricoles, et que cette biodiversité est plus faible dans les parcelles conventionnelles que dans les parcelles bio. Là aussi, le chiffre était cité dans la note du Dranche. En gros, il y a la biodiversité dans les parcelles bio supérieure de 30% à celle des parcelles agricoles. Par contre, là encore, quand on fait une analyse globale à l'échelle du territoire, et que du coup on tient compte du fait que si on remplace l'agriculture intensive par l'agriculture bio pour une même quantité d'alimentation, il faudra augmenter les surfaces, et là du coup ça va se faire forcément au détriment des espaces naturels qui subsistent sur nos territoires. Alors effectivement, vous évoquez à un moment, vous avez évoqué, M. Andrieux, le fait qu'il suffirait d'augmenter la surface agricole, si je me souviens bien, d'une trentaine de % pour compenser, au maximum, pour compenser l'écart de rendement entre le bio. Bon, déjà, le chiffre me paraît un peu faible, mais déjà, même quand admettons ce chiffre d'une trentaine de %, la France pourrait éventuellement se le permettre, parce que c'est vrai qu'elle dispose encore de surfaces forestières importantes. Beaucoup de pays d'Europe ne peuvent tout simplement pas admettre une telle augmentation de la surface agricole pour maintenir leur production par rapport au bio, en passant au bio à 100%. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut revenir aussi un peu à la question initiale qui était posée, hein, de savoir si une Europe à 100% bio est possible. Parce que bien entendu, il ne s'agit pas de contester les avantages de l'agriculture bio. Ils existent, ils sont évidents, en tout cas du point de vue environnemental, quand même, surtout à l'échelle locale, beaucoup moins si on raisonne à l'échelle globale des émissions de gaz à effet de serre et puis de la biodiversité globale de la faune et de la flore européenne. Donc l'agriculture bio, elle est légitime, elle répond à un besoin légitime des Français et des Européens. Par contre, il faut quand même qu'on voit jusqu'où on peut réellement la pousser en pratique, en sachant bien entendu toute baisse de production que la transition agricole, forcément, dans des pays comme les nôtres, où le système dominant, c'est l'agriculture conventionnelle, la transition agroécologique va nécessairement entraîner une baisse de production qu'il faudra bien compenser d'une façon ou d'une autre, soit par une diminution de la consommation alimentaire européenne, et c'est tout à fait possible, bien entendu, c'est l'idée qui est mise par tous les scénarios prospectifs qui vont dans ce sens, c'est qu'il faudrait que les Européens baissent leur consommation de viande. Ça serait non seulement bon pour l'environnement, mais aussi même pour notre santé, puisqu'on sait bien qu'on a en moyenne une consommation de viande supérieure à nos besoins, au point même de pouvoir nuire à notre santé. Donc quand on parle de transition, si on veut vraiment être systémique, quand on parle de transition agricole, c'est en fait une transition alimentaire qu'il faut réaliser, c'est-à-dire demander à la fois des efforts aux agriculteurs, bien entendu, pour réduire leur impact,
et aux consommateurs pour réduire leur consommation de viande. Alors, justement, effectivement, peut-être pour rentrer un peu dans le détail, on a parlé plusieurs fois des différences de rendement, notamment. Peut-être déjà dire à quoi aujourd'hui, alors c'est une double question, peut-être première partie de question pour Philippe Stoup, à quoi est due en fait cette différence de rendement? Et du coup, par extension, je reviens sur une question qui avait été posée dans le chat. Est-ce que les émissions de CO2 sont uniquement dues à la différence de rendement, ou est-ce que en fait il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte? Est-ce que par exemple, je sais pas, le fait de ne pas utiliser de pesticides demande plus de besoins en fait d'outils agricoles par exemple qui vont consommer plus d'essence? Donc voilà, première partie de question là-dessus. Et deuxième question du coup qui sera peut-être plus pour Eric Andrieux, c'est quoi les pistes ou les voies qui font en fait que ce rendement pourrait augmenter? Donc Philippe Stoup dans un premier temps sur la différence de rendement. Alors la différence de rendement, elle est due à deux facteurs principaux. C'est d'une part le fait que l'agriculture bio n'utilise pas de pesticides de synthèse. En fait, pour les grandes cultures, elle n'utilise pratiquement pas de pesticides. Pour les fruits et légumes, elle utilise une gamme réduite de pesticides qui ne sont pas issus de la chimie de synthèse, mais qui sont nettement moins efficaces. Et du coup, ça, c'est une des principales raisons de la différence de rendement, c'est que les cultures bio sont nettement plus exposées aux maladies et aux ravageurs que les cultures conventionnelles. D'accord, donc il y en a une partie en fait qui est perdue tout simplement. Voilà, oui, à cause des maladies et des insectes. Et la deuxième autre cause, c'est aussi le fait de ne pas utiliser d'engrais de synthèse. On sait que ces engrais, bien entendu, ils ont des inconvénients environnementaux, en particulier le fait qu'ils sont leur synthèse est très exigeante en énergie, et du coup, c'est eux qui sont un peu le principal facteur de l'empreinte carbone de l'agriculture conventionnelle. Mais par contre, ils permettent d'optimiser beaucoup plus facilement la fertilisation des cultures, et en particulier d'avoir un bon équilibre entre d'une part la croissance de la plante, et donc ses besoins en engrais, et puis la disponibilité dans le sol. Avec les engrais de synthèse, vous pouvez ajuster très précisément la fertilisation entre les principaux éléments, azote, phosphore, potasse, pour que ça corresponde parfaitement aux besoins de la culture. C'est aussi des engrais que vous pouvez appliquer de façon plus souple dans le temps. Dès que vous utilisez en agriculture bio, on utilise essentiellement des effluents d'élevage. Donc par exemple du fumier que vous pouvez pas répandre sur une culture déjà développée. Donc c'est beaucoup plus difficile en agriculture bio de bien coller aux besoins de la plante. Et en particulier, il y a la question de la fertilisation est vraiment essentielle d'ailleurs si on veut beaucoup étendre le bio, parce que donc actuellement en fait l'agriculture bio n'utilise que des engrais organiques qui sont en fait très majoritairement des effluents d'élevage, et ça pose aussi un problème pour le coup systémique, c'est que si on veut à la fois développer l'agriculture bio et réduire l'élevage pour des raisons environnementales, on va avoir un gros problème de disponibilité d'engrais organiques pour les cultures bio. Et il y avait une deuxième partie dans votre question. Non, alors la deuxième partie, c'était plutôt pour Eric Andrieux, mais je pense que vous avez apporté déjà un premier élément de réponse. C'est effectivement, est-ce que, en fait, à quoi, quelles pistes sont envisagées pour justement augmenter en fait ce rendement, ou limiter cette perte de rendement, du coup, si on tourne dans l'autre sens. Eric Andrieux, du coup. Ben, oui, vous l'avez dit, mais je tombe à amener des éléments de réponse. Je pense qu'il y a un élément aussi, c'est on est sur une transition finalement, ou pas. Mais en tout cas, si on veut passer d'un modèle à un autre, ça amène à la transition. La transition, ça passe par la formation des hommes. On est sur un sujet d'agronomie sur lesquels aujourd'hui, dont les agriculteurs, pour une grande majorité, ne sont pas prêts. Donc ça c'est clair. Techniquement, ça a été dit, ça demande de la technicité et comment dire, une approche agronomique différente. En fait, pour moi, le pesticide de synthèse, par exemple, c'est on facilite le travail. C'est-à-dire, et puis on produit plus, etc. Donc, en fait, il y a un retour sur la question de l'agronomie. Les agriculteurs aujourd'hui qui passent au bio, donc qui sont dans le bio, donc voilà, et on le voit dans tous les secteurs d'ailleurs. Moi, je suis sur le pays viticole et je le vois en particulier sur la viticulture, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle à un autre modèle et on change de métier quasiment. Donc, ça veut dire que dès le départ, au niveau de la formation liminaire, donc dès le lycée agricole, etc., on doit évidemment reconsidérer. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le projet politique. S'il y a un projet politique, mais on doit démarrer par la formation des femmes et des hommes qui sont dans le métier. Autrement, nous n'y parviendrons pas, parce que c'est un sujet dont on parle peu finalement. Pour moi, ça commence par là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une étape, c'est un choix de système.
par rapport aux enjeux environnementaux de santé humaine, de biodiversité, etc. En gros, ça veut dire, je ne suis pas technicien, je le redis, je suis politique, ça veut dire qu'il faut repolitiser le fait agricole en disant, voilà, l'agriculture, s'il y a un sujet politique et géopolitique, de mon point de vue dans tous les cas, c'est bien la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et on le voit là avec la guerre, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le limiter à un sujet d'ordre technique. Donc, voilà. Et quand on dit, comme aujourd'hui, effectivement, il faut consommer moins de viande, je partage 100%, à part que la viande que l'on consomme pour une grande partie, elle n'est pas produite ni en France ni en Europe. Et qu'on produit et qu'on consomme pour bon nombre d'entre nous, non pas du broutard des Pyrénées ou du Massif central ou de la Pointe de l'Aquitaine, mais que l'on consomme de la vache de réforme qui nous vient des pays en particulier d'Amérique latine, donc pour ceux que j'en ai visités, donc au Brésil en particulier, et que donc il y a un sujet de modèle qui est certes local, qui nous concerne, donc de transition effective, et puis un problème de modèle donc dans le commerce, dans les échanges. Et là se pose de fait la question de la réciprocité. Moi, j'ai visité des fermes agricoles dans le Mato Grosso au Brésil. Ben, je suis désolé, on ne parle pas. Et quand je vais dans la Lozère ou en Aveyron ou sur des élevages de montagne ou de Piémont, on ne parle pas de la même agriculture. Et dans l'assiette, on n'a pas le même produit. Voilà, donc c'est un sujet aussi qui est beaucoup plus global, j'ai envie de dire, et qu'on doit se poser pour non pas avoir la vocation de nourrir le monde, je parle au niveau européen, mais la vocation à reconsidérer le lien, je le redis, entre l'agriculture, l'aliment et la santé, pour prendre ces trois items-là. Et effectivement, c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut qu'on repose la question du débat politique sur l'enjeu agricole et alimentaire. Voilà. Et lorsqu'on va, pour aller plus loin, que je vais en Afrique, si vous voulez, donc on sait très bien ce qui s'est passé dans nos rapports entre l'Occident et l'Afrique en matière de production agricole, où on est passé d'un champ de l'autosuffisance alimentaire à un champ donc comment dire de la sécurité alimentaire, en disant aux Africains, ne vous inquiétez pas, on va vous amener, on sait ce qu'il vous faut pour vous. Enfin, bon, c'est les débats récurrents sur lesquels je ne vais pas aller trop précisément, mais on doit reposer les questions du modèle. Ça me paraît essentiel. Et la technique, comme la science, doit accompagner le modèle et pas l'inverse. Et aujourd'hui, on est dans un système qui est inverse. C'est la science et la technique qui, finalement, prennent la main sur le modèle. Et c'est un sujet, donc, je crois que sur lequel il nous faut revenir. Oui, mais enfin, la technique en même temps rappelle des contraintes physiques incontournables. Hein, c'est ce que j'évoquais. Clairement, si on augmente la surface de l'agriculture bio et qu'on réduit l'élevage, on va avoir un gros problème de fertilisation par manque d'élevage. Justement, là-dessus, vous évoquez aussi l'international, c'est vrai que c'est une composante essentielle de la question. Il y a un scénario prospectif, justement, très, très systémique, qui a été développé par l'IDRI, qui s'appelle le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, qui, justement, a un peu explicité les conditions auxquelles on pourrait envisager d'avoir une Europe, alors ils disent 100% agroécologique, mais et pas forcément bio, mais en fait, comme c'est effectivement un scénario où l'agroécologie exclurait tout traitement pesticide de synthèse et tout engrais de synthèse, ça serait parfaitement compatible effectivement avec une Europe 100% bio. Et donc effectivement dans ce scénario, les chercheurs de l'IDRI ont réussi à équilibrer un scénario de production dans lequel un modèle dans lequel l'Europe serait autosuffisante et garderait même une capacité d'exportation sur les céréales, parce que c'est vrai qu'elle peut quand même contribuer, il y a un besoin réel à ce que la production, une production de céréales excédentaire qui puisse aider à la sécurité alimentaire, en particulier des pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Donc ce scénario existe, mais quand on l'examine dans les détails, on voit qu'il y a quand même beaucoup de questions qui restent un peu esquivées. Alors d'une part, effectivement, vous l'avez souligné, il repose en fait une hypothèse d'écart de rendement entre le bio et le conventionnel qui est nettement inférieur à ce qu'on a actuellement. Alors là-dessus, on a évoqué le thème de l'agroécologie. Normalement, c'est justement le développement des services écosystémiques permis par l'agroécologie qui devrait permettre à l'avenir de réduire cette écart de rendement. Donc bon, c'est possible, mais enfin, ça fait quand même déjà assez longtemps que la recherche agronomique travaille là-dessus, et pour l'instant, quand même, l'idée de doper les services écosystémiques pour suppléer aux intrants de synthèse reste quand même, on est assez loin de résultats probants et généralisables. Alors, il y a une question que vous avez abordée tous les deux et sur laquelle il y a eu plusieurs questions, notamment dans le chat. C'est la question de l'impact sur la santé.
peut-être repréciser, alors on pense évidemment, d'autant plus que l'actualité récente nous en a parlé, mais la santé notamment des agriculteurs, alors même si je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas il y a des agriculteurs dont on a montré que l'utilisation notamment intensive de certains pesticides pouvait avoir un impact direct sur la santé des agriculteurs, mais peut-être l'impact sur la santé ou le non-impact de la santé du bio. Est-ce que c'est juste sur les agriculteurs? Est-ce que c'est sur l'utilisation des pesticides qu'on va pouvoir retrouver dans l'eau, etc. Ou est-ce que c'est aussi la consommation des pesticides qu'on va pouvoir retrouver dans les aliments? Est-ce que vous pouvez détailler un peu ces impacts sur la santé? Éric Andrieux, peut-être pour commencer. Ben, on se fie aux grandes études. Si on parle de pesticides, donc, et d'un pesticide en particulier dont on peut taire le nom, mais tout le monde sait de celui dont il s'agit, donc le plus utilisé dans le monde. Quand vous avez une agence mondiale qui s'appelle le CIRC, qui le classe il y a quelques années comme potentiellement cancérigène, et que l'agence européenne donc, de la santé des aliments le classe non cancérigène, ben, le débat commence là. À un moment donné, on est bloc de scientifiques contre bloc de scientifiques. C'est un sujet pour nous, en tout cas en tant que politique, pour savoir où on met le curseur. Parce que nous, on est là pour choisir, légiférer, donc essayer de préserver justement la santé humaine. Et donc, de ce fait, lorsqu'on analyse le protocole, pour être précis, de la mise sur le marché de certaines molécules dont je viens de taire le nom, donc voilà, on s'aperçoit que dans le protocole de la mise en marché, si vous voulez, donc il y a un certain nombre de, je dirais ça de façon très imagée, donc et parabolique, de trous dans la raquette. Donc, et qu'effectivement, c'est un sujet, parce qu'on ne peut pas, d'abord, je ne peux pas trop aller dans le détail, mais il y a quand même un certain nombre, comment dire, d'aspects qui sont à régler aujourd'hui. Alors, tout n'est jamais parfait, donc on est là que pour progresser, dès lors qu'il faut poser la question des objectifs clairement. Et sur la question de la santé, bien aujourd'hui, quand vous discutez avec des scientifiques, avec des chercheurs, avec des professeurs, avec des peer reviews, enfin voilà, tous ceux qui sont là-dedans, effectivement, pour la plupart, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le lien entre pesticides de synthèse et santé humaine est probant. Voilà, donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Et après, il y a des échelles d'impact, et c'est vrai de l'amont, donc jusque dans les aliments. L'idée aujourd'hui, enfin voilà, d'informer les consommateurs, de savoir ce qu'ils ingèrent, que ce soit du liquide ou du solide, à travers l'exemple des Nutri-Score, tout ce qui est en train de se travailler, tout ça n'est pas né du fruit du hasard. Quand on travaille sur la question justement des intrants, c'est pas aussi neutre. Quand il y a autant de recherches sur la qualité alimentaire, c'est également un sujet majeur. C'est-à-dire qu'effectivement, je le redis, les questions de puberté précoce, de fertilité, quand vous travaillez avec des... Alors, je ne vais pas citer les noms de professeurs, ce n'est pas l'objet, mais sur la question des perturbateurs endocriniens, c'est un sujet qui n'est pas mineur. Donc, voilà. Donc il en va du modèle, quoi. Donc, soit on pose la santé, ça c'est mon sentiment, en haut de la pyramide en termes d'objectifs, santé humaine. Donc, voilà, et la santé au sens plus large d'ailleurs. Donc, et ça veut dire, on contribue, on tend vers ce modèle-là, soit c'est pas la priorité des priorités, et à ce moment-là, bon, on se laisse la place finalement à une autre approche, donc, qui est plus liée sur les enjeux de la, ouais, je vais dire un petit peu de la finance, pour être plus précis. Philippe Stoup, peut-être votre avis sur ce sujet-là? Alors, bah oui, sur les enjeux de la santé, c'est vrai que c'est bien entendu une des motivations essentielles, à l'intérêt qui est suscité autour de l'agriculture bio. Bon, Monsieur Andrieux, vous avez clairement cité en fait au début le cas du glyphosate. Je pense que la vision est transparente pour tout le monde. C'est un exemple un peu emblématique, effectivement, des controverses qu'il y a sur ces sujets. Il faut déjà rappeler que ce n'est pas un bloc de scientifiques contre un autre, c'est un unique organisme, une unique agence qui a classé ce produit comme cancérigène contre l'avis de toutes les autres agences mondiales. Je ne suis pas d'accord. Si, ouais, je suis désolé. On est là pour débattre des controverses. J'ai travaillé pendant 2 ans sur le sujet en tant que président de la Commission européenne. On est allé rencontrer le CIRC et rencontrer l'EFSA. Et on n'a pas l'occasion et le temps d'en parler, mais si vous voulez, on peut se rencontrer et je vous montrerai les documents les plus probants. Et quand on va aujourd'hui, comment... Bon, bref, je veux pas... Mais peut-être juste, effectivement, pour que ce soit compréhensible par nos auditeurs, peut-être juste résumer l'état de votre désaccord. On a compris que vous n'êtes très pas d'accord, mais peut-être pour que tout le monde comprenne bien les 2 points de vue là qui sont en jeu sur le glyphosate.
Là-dessus, donc, enfin, ça avait été cité, donc il y a effectivement le CIRC, le Centre national de recherche sur le cancer, qui a classé le glyphosate comme cancérigène probable, sachant que c'est un avis qui porte sur le danger et non le risque. Hein. C'est une nuance aussi importante dans ces évaluations. En fait, on dit qu'il y a danger quand un produit peut potentiellement avoir des effets potentiels sur la santé, quelle que soit la dose auquel la dose à partir de laquelle cet effet se manifeste, et on dit qu'il y a un risque quand il y a effectivement des risques d'effets sanitaires compte tenu de l'exposition des travailleurs ou des consommateurs. Donc là-dessus, le CIRC a donc émis un avis selon lequel le glyphosate présenterait un danger et non un risque de cancérogénicité. L'ensemble des agences sanitaires du coup en charge de l'homologation des produits dans les principaux pays utilisateurs et en Europe, donc l'EFSA, ont réexaminé les dossiers suite aux arguments du CIRC et ont toutes maintenu leur avis favorable au glyphosate. Alors, M. Andrieux dit qu'il a eu des échos contraires de l'EFSA, oralement peut-être, mais bizarrement, les avis qui ont été publiés maintiennent bien le risque. Il y a eu une enquête là-dessus de l'OPEX en France, l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui a reconnu le dissensus, mais qui a aussi reconnu que les travaux retenus par le CIRC pour justifier ce classement n'étaient pas conformes à la réglementation, aux bonnes pratiques reconnues internationalement. Et donc voilà, le débat reste là pour l'instant. En ce qui concerne la santé des agriculteurs, on a effectivement des études qui montrent que les agriculteurs sont surreprésentés par rapport à la population générale pour certains cancers. Par contre, les études prospectives qui permettent vraiment de vérifier s'il y a un excès de mortalité ou d'incidence des cancers, on converge de toutes, que ce soit toutes les études mondiales présentent les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surmortalité par cancer chez les agriculteurs, ni en global, ni pour chaque forme de cancer prise individuellement. Il y a une surincidence pour certains cancers, comme le cancer de la prostate ou le lymphome non-hodgkinien, qui est d'ailleurs justement une des formes de cancer pour laquelle le glyphosate a été mis en cause. Il y a effectivement un excès d'incidence, mais comme je le disais, qui ne se traduit pas par un excès de mortalité, et qui plus est, toutes les études qui incluent à la fois des agriculteurs utilisateurs et non utilisateurs de pesticides montrent que cet excès d'incidence apparaît aussi chez les agriculteurs non utilisateurs de pesticides. Donc là-dessus, il y a effectivement des soupçons qu'il faut continuer à travailler sur le plan scientifique, mais clairement, pour l'instant, il n'y a pas de vérité, de risque vraiment établi. À côté de ça, on sait aussi que l'alimentation a un rôle très important pour la santé, qu'en particulier, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, comprenant en particulier des fruits et légumes variés. On sait aussi qu'il y a un lien très fort entre niveau de vie et qualité de l'alimentation, et donc que du coup, effectivement, les personnes à revenus faibles ont une alimentation moins saine et ont des problèmes de santé qui résultent de ça. Et il faut garder en mémoire que quelque part aussi, c'est l'agriculture conventionnelle qui a permis de fournir une alimentation variée à moindre coût, accessible à tous les citoyens. Donc là, comme pour tout, il faut prendre un peu l'équilibre entre les risques potentiels supposés et puis les bénéfices potentiels tout aussi, qui sont souvent plus avérés. Je voudrais juste te dire quelques mots là par rapport à nos auditeurs. C'est que moi, je conteste vraiment l'organisation, et je ne conteste pas la science, au contraire, bien sûr, mais l'organisation dans l'autorisation de la mise sur le marché des molécules. J'ai trouvé ça de l'intérieur, et en termes de probité, si vous voulez, alors, je veux dire, aujourd'hui, on est mal passé au Parlement pour parler de probité, ça, j'en conviens, pour des raisons évidentes que nous vivons, mais je veux dire, il faut bien qu'on mesure quelque chose, que nos auditeurs mesurent quelque chose de précis. Lorsqu'une molécule est autorisée à la mise en marché, le marché, il est mondial. Et donc, ça représente des milliards d'euros. Ce n'est pas des millions d'euros, c'est des milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur le protocole d'autorisation de la mise en marché de telle ou telle molécule. Et lorsque je vois les mécanismes qui sont en place aujourd'hui, je le redis, il y a des espaces de zones, si vous voulez, d'ombre,
dans la rigueur, donc à chacune des étapes de l'autorisation des molécules. Lorsqu'aujourd'hui l'EFSA, à notre demande concernant le glyphosate, qu'il y ait 4 États membres qui émettent un avis préalable à l'examen sur la molécule du glyphosate, et que ces 4 études de 4 États membres donc, sont révélées insuffisantes par l'EFSA 4 ans après. Donc, on est quand même sur et qu'on sursoit dans l'examen de la réautorisation de la molécule, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le processus qui est en place en matière de qualité de réautorisation. Je veux également ajouter que lorsqu'on autorise une molécule, une substance de base, l'autorisation est faite au niveau européen. Et que l'autorisation, vous savez, pour faire un produit, un pesticide, je parle du Roundup, prenons le glyphosate en France par exemple, donc, ou ailleurs, ça c'est le produit qu'on utilise. Et que l'autorisation d'utiliser le Roundup, donc c'est l'agrégat de ce qu'on appelle, on appelle ça l'effet cocktail donc, chez nous, là, donc l'agrégation de plusieurs molécules pour produire le produit, celui-là, le produit, il est autorisé à l'échelle des États membres. Ce qui, de mon point de vue, continue à être non-sens. Si vous voulez. Donc, mais c'est un sujet donc, qui est en débat, parce qu'effectivement, donc, on est sur des enjeux à géométrie variable. Donc, il y a aussi des enjeux là-dessus qu'on ne peut pas nier, hein, sur le lien entre la financiarisation d'un système, donc, hein, et le lien entre les enjeux de santé humaine. Quant aux différences entre le CIR et l'EFSA, effectivement, c'est des protocoles. Là aussi, comment peut-on, mettre le politique donc, hein, dans de telles difficultés lorsqu'on a des avis différenciés sur ce type de sujets qui sont ô combien donc essentiels. Donc ça, c'est un sujet, je pense qu'il nous faut traiter en responsabilité, donc, hein, sans omettre le fait que, je redis, la question de la probité, elle est présente dans tous les domaines. Elle est présente chez le politique, c'est vrai, c'est un fait, il y a un constat avéré, mais aussi elle est présente dans toutes les échelles. Et qu'il n'y a pas plus. Enfin, voilà, je ne vais pas aller au-delà, mais je veux dire, c'est un sujet sur lequel il faut que chacun s'accorde avec beaucoup d'humilité, donc, hein, à reposer les considérants donc, de ce qui est en place aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un champ de progrès énorme à la matière, donc, hein, pour qu'on soit garant. Donc, de dire, ben voilà, l'aliment que vous consommez est un aliment donc, dans lequel vous pouvez consommer en toute quiétude. Et je voudrais rajouter à ce que dit M. Combes sur le prix des aliments et l'accès à l'alimentation. En France, lorsqu'on a considéré que le logement était un droit, nous avons créé donc l'allocation personnalisée au logement pour permettre aux plus fragiles d'accéder au logement. Aujourd'hui, si on considère que l'alimentation est un enjeu de société majeur au nom de la santé humaine, et je le redis, peut-être faut-il s'interroger non pas sur le chèque alimentaire, c'est un sujet, donc dans tous les cas, moi je défends par exemple la question de l'allocation personnalisée à l'alimentation pour permettre aux plus défavorisés d'accéder à une alimentation de qualité. Donc, je crois qu'on peut y aller par les deux entrées. L'entrée de la production, oui, il faut modifier le mode de production, oui, il faut modifier le mode de consommation, et oui, je pense qu'il faut aider les plus démunis à accéder, au même titre que les autres, donc, hein, à une alimentation de qualité. Parce que, autrement, quand on fait l'analyse aussi globale et systémique du coût sur la santé humaine que représente la question de la malnutrition, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut l'imaginer donc globalement. Ça c'est une question intéressante, effectivement, la question du prix, c'est ce que disait Juliette en introduction, et notamment dans le contexte, puisqu'effectivement, on voit que l'impact du prix a un impact en tout cas déterminant dans la consommation et le choix de ces produits. On voit que le bio a reculé et beaucoup attribuent ce recul à une baisse notamment du pouvoir d'achat ou des incertitudes notamment liées à l'inflation des prix de l'énergie par exemple, mais aussi de l'alimentation. Peut-être Philippe Stoup, votre avis effectivement sur les prix des aliments et quel serait un système idéal voilà, de prix, rémunération. On n'a pas parlé de la rémunération des agriculteurs, mais c'est un point qui... c'est vrai que c'est un aspect essentiel. Mais justement, cet aspect d'aide à l'accès donc des personnes moins favorisées à l'alimentation bio, c'est un sujet qui a été examiné aussi par le scénario TIFA, là, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et sa proposition, c'est de créer une sécurité sociale alimentaire pour permettre justement à tout le monde, quels que soient ses revenus, de consommer des aliments bio. Donc, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faudra quand même en évaluer le coût. C'est quand même aussi une des grosses impasses de scénario, c'est qu'il ne fait aucune hypothèse en fait, sur l'augmentation du coût de l'alimentation qui résulterait d'un passage à une alimentation 100% bio. Il y a aussi la question des revenus des agriculteurs que vous évoquez à juste titre, parce qu'on voit bien qu'actuellement, même avec une production bio qui passe à 10% des surfaces, donc loin des 25% par exemple qui sont l'objectif de la politique européenne Farm to Fork,
on a quand même déjà du mal à avoir une demande intérieure qui absorbe cette offre. Du coup, on a une dégradation des cours du bio qui met en péril la filière. Donc, ça repose encore une fois la question de savoir effectivement développer le bio. Développer le bio jusqu'à 25% qu'on le propose Farm to Fork, pourquoi pas? Je pense que ça permettra effectivement aux consommateurs qui sont inquiets sur les effets potentiels de l'alimentation conventionnelle sur la santé de se tourner vers le bio. C'est tout à fait légitime et il faut qu'ils y aient accès, qu'on favorise effectivement la filière bio dans ce sens pour répondre à la demande des citoyens qui pensent que c'est important pour eux. Mais par contre, avec une offre à 100% bio, je vois mal comment on peut assurer à la fois l'alimentation de tout le monde à un coût raisonnable et en plus la survie économique de la filière. Justement, c'est comme une fois encore, je reviens à la question initiale qui était une Europe à 100% bio est-elle possible? Moi, j'ai rien contre le bio. Je pense que c'est une filière qu'il faut aider parce qu'elle a des difficultés propres. Elle demande un très haut niveau technique, comme ça a déjà été souligné plusieurs fois. Par contre, je rappelle juste que son bilan environnemental, en fait, n'est pas meilleur que celle de l'alimentation conventionnelle. Enfin, une fois encore, ce qui compte au bout du compte, c'est quand même bien l'empreinte environnementale de notre alimentation. C'est pas celle de oui, mais il faudra qu'on mette le terme environnemental. Voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est la biodiversité. La biodiversité. Et donc le bio, pour la biodiversité, pour vous, n'est pas plus favorable que le conventionnel sur l'impact sur la biodiversité. Non, c'est ce que j'ai évoqué. Oui, les pesticides de synthèse, continuons à... Je ne dis pas, je n'ai pas les développer. C'est sous-entendu. Non, je dis en maintien une utilisation raisonnable. Je n'ai pas eu le temps de détailler. Non, je suis désolé. Voilà, chacun son tour. Philippe Soupe, peut-être terminé, puis après, Éric Andrieux, vous aurez la parole. Et voilà, je l'avais évoqué rapidement, c'est vrai que ça demande plus d'explications. Quand on refait une fois encore le bilan de l'impact environnemental sur la biodiversité ramené aux quantités produites, c'est un domaine de recherche qui s'appelle le débat entre le land sharing et le land sparing, c'est-à-dire le meilleur choix à faire en termes de production, quand on a un objectif de production donné. Est-ce qu'il vaut mieux pour la biodiversité obtenir cette production avec une agriculture intensive qui va permettre de réserver plus d'espace naturel et du coup qui va mieux préserver la faune naturelle au prix d'une perte effectivement de biodiversité à l'intérieur des parcelles? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une agriculture plus extensive, par exemple une agriculture bio, dans laquelle on va avoir plus de biodiversité à l'intérieur des parcelles, mais qui va demander plus de surface agricole pour produire la même quantité d'aliments? Et il y a des études là-dessus qui sont basées justement sur les comparaisons de biodiversité entre les parcelles bio et conventionnelles, qui montrent que dans le cas de l'Europe, ça ne généralise pas, mais globalement, le land sparing, c'est-à-dire le maintien d'une agriculture raisonnée, en redéveloppant par contre toutes les infrastructures agroécologiques que la PAC soutient actuellement, c'est-à-dire les haies, les mares, les petits cours d'eau interstitiels, les bandes enherbées, il vaudrait mieux effectivement développer au maximum, redévelopper, restaurer au maximum ces infrastructures, tout en maintenant ce qu'on appelle une agriculture raisonnée, donc une agriculture où les intrants sont vraiment raisonnés pour employer en quantité minimale pour obtenir le potentiel de rendement, et qui serait la plus favorable. Du coup là-dessus, Éric Andrieux, votre réponse, et puis après j'aurai ma réponse, c'est de savoir, si vous voulez, qui finance les études, qui est derrière, précisément. Ce sont des études de la recherche publique. On a publié une note là-dessus à l'Académie de l'agriculture, je vous la transmettrai si vous voulez. Vous verrez qu'il n'y a que des références issues de... Et donc, moi, je pense qu'il faut arrêter le bio. Hein. C'est pas la peine Mais non, pas du tout. Il faut vraiment... Je reviens sur la conclusion de cette note. Quand même, je ne veux pas laisser déformer ce qu'on dit. On mettra le lien, je précise, on mettra les liens. Non, mais juste, parce que là, vous partez sur une piste qui n'est pas du tout celle qu'on recommandait. C'est que la conclusion, c'est qu'en fait, il faut associer les deux, c'est-à-dire effectivement faire cohabiter l'agriculture raisonnée et de l'agriculture bio, mais en veillant à le faire en fonction des besoins et des contraintes géographiques. C'est-à-dire que l'agriculture bio, entre autres, permet aussi d'éviter, par exemple, les pollutions de nappes de pesticides. Donc c'est clair que pour tous les secteurs où il y a des captages d'eau, c'est effectivement raisonnable de favoriser le bio. Pour les secteurs où il y a vraiment des espèces
animal ou végétal, en spécialiste des cultures qui sont menacées, là aussi le bio vaut mieux. Mais par contre, une fois encore, si on veut éviter de trop faire chuter la production, et donc du coup de recourir à des importations pour compenser ça, et il vaut mieux dans les autres régions maintenir une agriculture raisonnée et surtout restaurer effectivement tout ce qui est infrastructure agroécologique là où elle manque. Alors, Éric Andrieux, peut-être là-dessus. Non, mais bon, moi, je pense que je partage pas du tout ce qui est dit, ça c'est clair. Quand je vois la France, si vous voulez, qu'aujourd'hui, donc, en fait, je redis, il faut raisonner en termes d'objectifs. Je sais trop derrière les liens entre l'agro-industrie, l'agrochimie, si vous voulez, donc les études, etc. Donc, pour pouvoir laisser dire, donc voilà, mais bon, chacun a des points de divergence, c'est ainsi, donc il n'y a pas de problème. Moi, je mesure les choix politiques qui sont faits. Le bio, la France décide dans la PAC à venir de supprimer l'aide au maintien de l'agriculture biologique. L'aide au maintien, c'était 250 € l'hectare pour les agriculteurs. Aujourd'hui, donc, le bio va récupérer, et la France a insisté là-dessus, 30 € de plus dans la nouvelle PAC, si vous voulez. Donc, donc, ça veut dire que c'est des choix qui sont faits. Ce n'est pas des choix européens. La France introduit une notion qui va dans le sens d'ailleurs de ce que dit M. Stopp, donc de haute valeur environnementale. Moi, je dis soit le bio, en politique, je crois qu'il faut être clair, soit le bio est un objectif à atteindre au nom de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de la santé humaine, de la biodiversité, du climat, si vous voulez, de la reconquête des sols, de la reconquête de l'eau, donc, et ce n'est pas des sujets mineurs. Et à ce moment-là, on se donne les moyens publics de tendre vers ce modèle agricole, et on politise le modèle agricole, et on donne les moyens nécessaires pour montrer que l'agriculture participe de la réduction des gaz à effet de serre à échéance 30 ans, à 2050. Mais on ne crée pas des faunées, si vous voulez, donc, comme pour moi la HVE, si vous voulez, donc, parce qu'effectivement, ça freine le processus. Soit il y a la volonté politique de tendre vers, soit il n'y a pas la volonté politique de tendre vers. Si les scientifiques nous disent que ça ne sert à rien, ben, ne faisons pas du bio, parce qu'effectivement, les paramètres ne sont pas bons. Mais je pense, moi, ce n'est pas ce que je lis, c'est pas ce que j'entends. Dans les rapports de l'INRA, je le redis, l'INRA dit à 2050, oui, il y a possibilité d'être à 100% bio, donc au niveau européen. Alors, peut-être on ne lit pas les mêmes rapports, donc, mais c'est un sujet majeur. Ça veut dire que la question, c'est de dire, moi, je pense qu'il faut, en matière de souveraineté, de sécurité et d'indépendance alimentaire, ce sont des sujets qu'il faut que l'on pose, donc, et peut-être qu'il n'y a pas lieu que peut-être qu'on développe d'autres approches, peut-être que pour être, comment dire, indépendant, faut-il multiplier les dépendances. Peut-être qu'il vaut mieux travailler à l'international sur la réciprocité des normes, peut-être, etc., etc. Il y a d'autres, on ne peut pas analyser la situation qu'à l'échelle d'un État-nation ou à l'échelle même du continent européen. Je pense qu'il faut s'ouvrir donc aux autres et essayer de mettre. Peut-être qu'il faut réviser les règles de l'OMC sur la question donc, du commerce, si vous voulez, donc, sur la question des stockages, etc. Il y a d'autres sujets qui font que le bio peut être possible en sortant finalement de l'analyse au sens stricto sensus, pardon, donc du modèle agronomique. Mais dans tous les cas, c'est un choix, moi je le redis, ça passe par un choix politique qui doit s'inspirer du travail scientifique qui est fait, mais il est de notre responsabilité, globalement, de mesurer les enjeux. Alors, voilà. Bien sûr. Juste une question complémentaire. Quand on parle de 100% bio, effectivement, alors, on l'a compris pas tout de suite, et je le reprécise, on mettra les liens des études citées en commentaire. Une petite question, quand on parle de 100% bio, il y avait une question qui nous a été posée plusieurs fois, sur laquelle j'ai pas vu beaucoup d'éléments de réponse, de certains qui craignaient ou qui envisageaient en tout cas le retour de grandes épidémies ou de grandes nuées de ravageurs, insectes, etc. Si tout un pays ou tout un continent était en bio, et qui disait en fait que potentiellement en fait, les surfaces non bio protégeraient en quelque sorte les surfaces bio. Est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de répondre à cette question-là? Est-ce qu'en fait on pourrait avoir tout un continent 100% sans pesticides de synthèse, ou est-ce qu'en fait il faudrait se réserver le droit pour certaines menaces véritablement systémiques? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. C'est un risque potentiel, mais difficile à chiffrer. Je pense qu'il ne faut pas se polariser là-dessus. C'est comme en sens inverse l'hypothèse qui est faite souvent aussi, selon laquelle l'agriculture conventionnelle aurait moins besoin de pesticides si elle était davantage en contact avec des zones naturelles. Il y a effectivement un peu déjà des contaminations réciproques entre les zones cultivées et non cultivées, entre les parcelles bio et non bio, mais c'est pas
c'est manifestement pas des phénomènes majeurs, et je pense qu'il faut déjà réfléchir aux conséquences simplement d'un passage de 100% bio. Une fois encore, il y a un scénario très cohérent qui existe pour ça, qui est le scénario TIFA. Examinons bien toutes ces conséquences, parce que c'est quand même assez lourd. Il y a effectivement la question internationale qu'on n'a pas le temps de beaucoup évoquer. Le scénario TIFA propose de régler ça par des clauses miroirs. C'est un sujet que M. Andrieux, en tant que député européen, connaît bien. On sait que les clauses miroirs, c'est des clauses qui permettent de mettre des barrières aux frontières pour des produits qui ne sont pas conformes à nos propres normes. Alors, on sait que c'est quand même des choses extrêmement difficiles à obtenir, et surtout, ça a comme une conséquence aussi, ça a une conséquence quand même très brutale, c'est qu'à partir du moment, si on réussit à obtenir de telles clauses miroirs, du jour au lendemain, du coup, ça veut dire que en fait, l'alimentation bio deviendra obligatoire pour tout le monde en Europe, et d'autre part, ça ne protégerait pas non plus les agriculteurs bio européens contre la concurrence des producteurs bio non européens. Donc, une fois encore, ça montre un peu toutes les difficultés non résolues encore d'un scénario d'une Europe 100% bio. Je connais très peu d'ailleurs d'agriculteurs bio qui souhaiteraient que l'agriculture bio représente 100% du territoire, mais ça, je reprécise juste l'accord TIFA, donc c'est l'accord cadre sur le commerce et l'investissement qui a été signé. Non, TIFA, c'est un scénario prospectif qui a été développé par l'IDRI, justement, qui explique un peu à quelles conditions effectivement l'Europe pourrait être autosuffisante avec une agriculture 100% bio, pour simplifier. Ok. Éric Andrieux là-dessus, et après il y aura une toute dernière question pour vous, puisqu'on arrive. Oui, moi je vais devoir vous quitter ensuite, parce que j'avais prévu 11h30, je suis désolé, mais donc j'enchaîne sur autre chose, mais juste de quelques secondes, justement. Déjà sur la question de la réciprocité, sur le rapport de ce qu'on appelle la clause miroir en France, parce qu'en fait c'est de la réciprocité des normes, si on peut être plus. Je m'excuse effectivement, mais ça, je m'excuse. C'est le terme employé par l'IDRI, c'est pour ça que je le reconnais. Nous y sommes parvenus pour le règlement sur l'agriculture biologique, justement, le règlement européen. C'est-à-dire qu'on est passé, vous le savez, d'un système d'équivalence à un système de conformité. C'est un système d'équivalence, pour préciser ça, pour les produits bio qui viennent des pays tiers. Dès lors que dans un pays tiers, il y a une législation sur l'agriculture biologique, on considère que les produits sont bio par définition et on les importait jusqu'à présent. Or, à l'évidence, les exigences sur le bio dans les pays tiers n'étaient pas du tout les mêmes que les exigences sur le continent européen. Le règlement sur l'agriculture biologique qui est actuellement en vigueur, donc au niveau européen, oblige à la conformité. C'est-à-dire que les produits qui sont importés des pays tiers sur le territoire européen doivent maintenant se conformer donc, au niveau d'exigence des règles européennes. Et ça, donc, on est arrivé pour l'agriculture biologique. On peut très bien l'imaginer pour l'agriculture conventionnelle. C'est ça le débat. Là, ça serait beaucoup plus complexe quand même. La question, si vous dites c'est compliqué, non, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre notre responsabilité politique, d'aller auprès de l'OMC en tant que continent, donc, et essayer de modifier certaines règles au sein de l'OMC pour pouvoir exiger cette réciprocité des normes. Et on y est presque. Vous savez qu'on y est arrivé pour les questions qui ont trait à la santé humaine. Il reste à franchir le pas pour ceux qui ont trait à la biodiversité. Donc, et d'ailleurs, les ministres français étaient assez allants sur la question. Je parle de Normandie en l'occurrence, dans le débat de la PAC. Nous n'y sommes pas parvenus parce qu'il y a eu des freins de d'autres États membres. Mais les choses ça, c'est un sujet qui n'est loin d'être mineur. Et pour terminer mon propos, je pense qu'il faut aussi que nos auditeurs prennent conscience qu'en matière de pesticides, il y a des lobbies conséquents qui sont en train aujourd'hui d'organiser, c'est ma lecture, donc, je vous vois sourire, vous avez raison, mais c'est de me défendre. Donc, c'est appelle le déni organisé. Voilà. Et certaines approches, certaines interventions dites scientifiques participent du déni organisé. Voilà. Nous verrons bien dans quel état nous seront le monde et la planète dans les 20 ans à venir, et ensuite, donc, on pourra en rediscuter. Et c'est des sujets majeurs sur lesquels il faut aussi que vous mesuriez qu'il y a des forces en présence qui ne sont pas à égalité. Ils ne sont pas à égalité. Juste une toute dernière question. Oui, un enjeu mineur. Une toute dernière question, comme ça après je vous libère, parce qu'effectivement, on commence déjà à dépasser sur l'horaire. Peut-être en 30 secondes, en une phrase, j'allais dire, votre avis sur la nouvelle PAC au regard de la question dont on vient de parler. Est-ce que vous trouvez bien, pas bien, adapté, pas adapté, etc. Vraiment, en essayant d'être le plus concis possible, chacun votre tour. Éric Andrieux, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle PAC sur cette question-là du bio ?
Écoutez, j'ai voté contre le rapport de la PAC. J'ai fait un rapport qui était le sien, j'ai voté pour le rapport que j'étais responsable. Et j'ai voté contre la PAC parce que je considérais qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux qui étaient posés, depuis 2018 d'ailleurs, donc, hein, même si elle progresse pour ce qui est du bio, puisque donc elle va permettre, donc, certains progrès, je crois qu'il y a 34 milliards de mémoire qui sont destinés donc, aux enjeux environnementaux et biologiques. Mais pour moi, l'outil est bien en deçà de l'exigence qu'on devrait avoir et des objectifs qu'on doit atteindre. Voilà, donc je pense que là, pour le coup, le politique, en l'occurrence, n'a pas pris la mesure des enjeux et qu'on ne peut pas, d'un côté, définir En fait, on a fait ce que j'appelle la pyramide à l'envers. C'est-à-dire qu'on a d'abord défini le cadre budgétaire pluriannuel au niveau européen, on a défini la PAC et ensuite on a mis en place des objectifs autour du pacte vert, de Farm to Fork et de la stratégie biodiversité. En fait, on a mis les moyens et les outils avant les objectifs. Or, en politique, il y a des règles, celle-là reste immuable et universelle. Normalement, on fixe des grands objectifs et ensuite on met des moyens et des outils. Et si on avait pu mettre la PAC à la lumière des grands objectifs du pacte vert, de Farm to Fork, de biodiversité, on aurait démontré, de mon point de vue avec force, combien l'agriculture devait être un acteur majeur de l'atteinte de la réduction des gaz à effet de serre, donc, hein, et combien on aurait pu avoir d'autres crédits négociés dans le cadre financier pluriannuel du budget européen, des moyens dédiés beaucoup plus forts que ce que nous avons aujourd'hui pour accompagner la transition d'un modèle à un autre modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, en fait, le résultat, il est lequel aujourd'hui, c'est qu'on demande à des agriculteurs de faire plus, je fais un résumé, donc, hein, avec moins d'argent, finalement. Et ça, je pense qu'on est dans le domaine de l'improbable et de l'impossible, et c'est bien dommage parce que, et c'est en ce sens-là, et je m'arrête là, que je revendique le fait de dire que l'agriculture et l'alimentation ne sont pas des sujets techniques, ce sont des sujets d'ordre politique et géopolitique, et qu'il faut les considérer comme tels, et qui doivent revenir au cœur du débat politique, que ce soit au niveau européen ou international. Voilà. Donc, et je vous remercie pour votre émission et pour ces échanges donc, intéressants. Merci beaucoup. Philippe Stoup, pareil, très rapidement, le plus rapidement possible, votre avis sur la nouvelle PAC? Alors, oui, mais M. Andrieux l'a rappelé plusieurs fois, hein, là on est vraiment dans le domaine de choix politiques, et c'est vrai que clairement, la PAC, même cette nouvelle PAC, n'a pas choisi de pousser vers du 100% bio, comme pour revenir à la question suivante. Mais bon, on l'a vu, pour moi, je pense que c'est pas un sujet majeur, et c'est même préférable pour des raisons à la fois économiques, mais aussi environnementales, une fois encore, j'y reviens. Et que, voilà, puisqu'il a été dit aussi avant qu'on a beaucoup parlé de déni, de lobby, et tout ça, je dois rappeler qu'il y a du déni un peu dans les deux sens, et que quelque part, bien entendu, la technique ne doit pas s'imposer à la politique, mais il faut tenir compte des contraintes qu'elle rappelle. Et que c'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être quelquefois un déni politique. Très bien. Merci beaucoup en tout cas un immense merci déjà à tous les deux pour votre participation et pour avoir réussi à débattre cordialement. Voilà, on a compris qu'il y avait des désaccords, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. Mais un immense merci à tous les deux pour vos apports sur le sujet. Je rappelle que ce live sera retrouvable notamment sur YouTube en vidéo, mais également sur l'ensemble des différentes plateformes de podcast sur la chaîne du Dranche. Juliette, je te laisse le mot de la fin. Yes, encore une fois, merci beaucoup à vous deux pour ce débat très intéressant et qui fait bien la transition sur notre prochain débat qui portera sur les conditionnalités environnementales dans la PAC en cas de crise alimentaire et comment on gère tout ça. Donc je pense que ce sera à nouveau un débat assez intéressant. Et merci à tous d'avoir regardé ce programme. N'hésitez pas à vous abonner au Dranche, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, tout est disponible en ligne. Et merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci à vous.